Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je vous propose de commencer pour l'actualité. Les États du pays commencent à rouvrir leurs portes. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, suspend tous les ordres d'urgence concernant le virus local. Il vient de signer un ordre exécutif interdisant les passeports vaccinaux. Il a déclaré lors d'une conférence de presse que le projet de loi entrera en vigueur le 1er juillet, date de la fin de l'état d'urgence. Il fera en sorte que ni l'État ni les gouvernements locaux ne puissent fermer les entreprises ou empêcher les étudiants de suivre des cours dans les écoles de Floride, sauf en cas d'urgence liée à un ouragan, et il limite les urgences locales à un temps donné de 7 jours. DeSantis a déclaré qu'il s'agit d'une chose à faire qui est fondée sur des preuves et affirme que les partisans du verrouillage ne croient pas au vaccin, aux données, à la science. Il ajoute que les gens ont le droit de participer à la société sans partager s'ils sont vaccinés ou non. La loi impose une amende de 5 000 $ à ceux qui enfreignent l'interdiction du passeport vaccinal. Il a poursuivi en disant qu'en Floride, votre choix personnel concernant les vaccinations sera protégé et aucune entreprise ou entité gouvernementale ne pourra vous refuser des services sur la base de votre décision. Et la ville de New York ouvre également le 1er juillet, mais elle adopte une approche différente de celle de l'État du Soleil. Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que la plupart des restrictions de capacité imposées aux entreprises de New York, du New Jersey et du Connecticut seront levées le 19 mai. Cela inclut la plupart des entreprises telles que les commerces de détail, les services alimentaires, les salons de coiffure, les barbiers dans la région des 3 États. Les clients devront toujours maintenir une distance sociale si aucune barrière n'est en place. Quant aux services en intérieur, les couvre-feux seront levés le 31 mai. D'autres restrictions seront assouplies, mais pas totalement supprimées, comme la limitation de la taille des rassemblements dans les stades, mais la capacité dans la plupart des endroits va augmenter. Les bureaux peuvent augmenter leur capacité de 50 à 75%. Et pour la première fois, Cuomo va autoriser la réouverture des bars à partir du 3 mai. Alors, qu'en est-il des icônes culturelles comme Broadway ? Monsieur Cuomo a signalé que les théâtres de Broadway pouvaient réouvrir à partir du 19 mai, mais il faudra peut-être attendre un certain temps avant que les rideaux se lèvent réellement. La Ligue de Broadway dit qu'il ne prévoit pas de réouverture avant l'automne. Quant au métro, Monsieur Cuomo fait également une annonce selon laquelle le système de transport reprendrait ses activités 24 heures sur 24 à partir du 17 mai. C'est la même nuit où le couvre-feu de minuit sur les bars et les restaurants sera levé. Depuis le début de la pandémie, les transports en commun de New York ferment la nuit pour être nettoyés et désinfectés. Les sans-abri qui dormaient dans le métro ont été réorientés vers des services d'aide. Dans le Michigan maintenant, c'est un petit peu différent. L'État va lier la réouverture au taux de vaccination. Ce plan, qui est baptisé ME-VAC2Normal, prévoit 4 étapes en fonction du taux de vaccination. L'État a pour objectif de vacciner 70% des habitants du Michigan âgés de 16 ans et plus. Autrement dit, plus il y aura de personnes vaccinées, plus l'État lèvera les interdictions et limitations. Parmi les habitants du Michigan âgés de 16 ans et plus, 48,8% ont reçu au moins une dose et 35,9% ont été complètement vaccinés. Le département de la santé du Michigan n'utilisera plus de mesures de limitation générale, sauf en cas de circonstances imprévues comme la propagation de variants résistants au vaccin. Et certains États n'ont pas attendu et ils ont déjà procédé à l'ouverture, comme la Géorgie. Le gouverneur Brian Kemp a tweeté le 7 avril « La Géorgie est ouverte aux affaires ». Il a supprimé un grand nombre de restrictions liées à la pandémie dans son État. Après le 1er mai, la distanciation sociale est fortement encouragée, mais plus obligatoire. Parmi les autres changements, les bars et les restaurants n'ont plus besoin d'espacer les tables et les travailleurs n'ont plus besoin de porter de masque. Les exigences spécifiques pour les gymnases, les cinémas et les salons ainsi que pour d'autres industries ont été levées. Mais tous les États ne sont pas aussi ouverts. La Californie a toujours les restrictions les plus strictes en place. Ceux qui regrettent Mickey peuvent maintenant le voir, mais pas de câlin. Disneyland en Californie a réouvert ses portes vendredi dernier pour la première fois depuis mars 2020. Plus de 28 000 travailleurs des parcs à thème Disney ont été mis en chômage technique pendant cette longue fermeture. Disneyland a peut-être réouvert, mais il y a toujours une série de règles en place. Il n'est ouvert qu'aux résidents de la Californie et la capacité d'accueil est limitée à 25%. Alors que certains États se débarrassent des masques, à Disneyland, les masques sont toujours obligatoires pour les enfants dès l'âge de 2 ans et plus.
Donc pas de câlins avec les personnages costumés comme Mickey Mouse et Blanche-Neige, pas de parade, les gens sont toujours tenus de suivre les marqueurs d'espace sur le sol pour maintenir une distanciation sociale. Les feux d'artifice nocturnes ont été suspendus également pour empêcher les foules de se rassembler. Mais malgré toutes ces règles, les billets sont vendus jusqu'à la mi-juin. Le maire a qualifié la réouverture de jour monumental pour la ville, ajoutant que la joie de Disneyland nous a manqué à tous et nous sommes heureux de la retrouver. Mais cela signifie beaucoup plus pour les familles qui travaillent, les petites entreprises et notre ville, dit-il. L'impact de la fermeture des parcs à thème pendant plus de 13 mois en raison de la pandémie a été dévastateur. Il a ajouté que ce projet marque le début de notre reprise économique et redonne de l'espoir à la ville. En restant du côté de la côte ouest, un nouveau projet qui permet de libérer des dizaines de milliers de détenus en Californie fait sourciller. La Californie donne à 76 000 détenus la possibilité de sortir de prison plus tôt, l'État cherchant à réduire la population carcérale. Plus de 63 000 détenus condamnés pour des crimes violents pourront bénéficier d'une réduction de peine s'ils font preuve d'un bon comportement. Parmi eux, 20 000 purgent une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Le bureau de l'administration de la justice de l'État a approuvé ces changements samedi. La porte-parole du ministère, Dana Simas, a déclaré dans un communiqué que l'objectif est d'inciter davantage la population carcérale à adopter un bon comportement et à suivre des règles pendant qu'elle purge sa peine et à participer à des programmes de réadaptation et d'éducation, ce qui permettra de rendre les prisons plus sûres. Ce n'est pas une blague, elle a vraiment dit ça. Donc vous l'aurez compris, le but est de relâcher les prisonniers pour rendre les prisons plus sûres. Bien, jusqu'ici, tout va bien. Le projet de loi 82 du Sénat, présenté par la sénatrice Nancy Skinner, redéfinirait le crime de vol simple. La présidente de l'association des agents de stupéfiants de Californie, Faye Maloney, explique que ce n'est pas acceptable car cela va donner à de nombreuses personnes le pouvoir de commettre des vols. En effet, selon le projet de loi, si le vol est inférieur à 950 $, qu'aucune arme n'est utilisée et que la victime n'est pas gravement blessée, il sera considéré comme un vol mineur et non comme un crime. Cette mesure intervient alors que les Californiens s'inquiètent de plus en plus de voir les lois devenir de plus en plus indulgentes envers les criminels. Le président de l'Organisation pour la justice et l'égalité, Frank Lee, a déclaré que tout vol est un crime et que si un vol implique l'utilisation d'une arme ou de blessures graves, alors il passe à un niveau supérieur, celui de crime aggravé. Donc Skinner va dans la direction opposée et par conséquent, tout le monde est frustré. Fin de citation. Greg Tanaka, membre du conseil municipal de la ville de Palo Alto, considère cette mesure comme inacceptable, en particulier pour nos personnes âgées, car nous devons nous sentir en sécurité, dit-il. Lorsqu'ils ont contacté le bureau de Skinner, il a dit qu'elle avait proposé des amendements au projet de loi. Les opposants demandent à Skinner de retirer purement et simplement le projet de loi. Le projet de loi est actuellement en attente. Et une mise à jour rapide sur la frontière, Biden va quadrupler le nombre de réfugiés qui peuvent prétendre entrer aux USA cette année. Il fait marche arrière 2 semaines seulement après que la Maison-Blanche ait déclaré qu'elle maintiendrait le niveau fixé par l'ancien président Trump. Biden a révélé lundi le plafond de réfugiés à 62 500 personnes pour l'année fiscale en cours, après les réactions négatives à son plan précédent. Il affirme que cette augmentation montre que les États-Unis accueilleront et soutiendront les réfugiés. Les défenseurs des réfugiés et certains législateurs démocrates ont critiqué Biden en avril pour avoir maintenu la limite à 15 000 personnes fixée par l'administration Trump. À l'époque, l'administration avait déclaré qu'elle n'avait pas la capacité de réinstaller autant de réfugiés cette année en raison de la pandémie. Biden a ajouté plus de créneaux pour les réfugiés d'Afrique, de Moyen-Orient, d'Amérique centrale. Il a également mis fin aux restrictions imposées par Trump sur les réinstallations en provenance de Somalie, de Syrie et du Yémen. M. Biden a déclaré, je cite, « Il est important de prendre cette mesure aujourd'hui afin d'éliminer tout doute persistant dans l'esprit des réfugiés du monde entier qui ont tant souffert et qui attendent avec impatience que leur nouvelle vie commence. » Fin de citation. Les agences de réinstallation des réfugiés applaudissent l'action de M. Biden et disent même qu'il faut en faire plus. Le programme de réfugiés est différent du système d'asile. Les réfugiés viennent du monde entier. Beaucoup fuient des conflits, ils subissent un contrôle pendant qu'ils sont encore à l'étranger.
contrairement aux migrants qui arrivent à la frontière américaine et demandent ensuite l'asile. M. Biden a déclaré que son objectif pour l'année prochaine est d'admettre 125 000 réfugiés, mais qu'il sera difficile d'y parvenir. Et avant de terminer, parlons de la proposition de M. Biden concernant les infrastructures qui représentent plusieurs milliards de dollars. Le leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a fait sa déclaration la plus ferme à ce jour contre le plan d'infrastructure de Biden. Il a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne pense pas qu'il y aura un quelconque soutien républicain, aucun, zéro. Monsieur McConnell a mentionné la contre-proposition avancée en déclarant que nous sommes ouverts à un montant d'environ 60 milliards de dollars qui traite de ce que nous convenons tous d'appeler l'infrastructure. Il a ajouté, s'il doit s'agir d'infrastructure, alors faisons en sorte que ce soit de l'infrastructure. Alors, qu'est-ce que l'infrastructure? Certains ont qualifié le projet de Biden d'infrastructure humaine ou personnelle. Par exemple, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi « L'infrastructure personnelle doit être construite pour que l'infrastructure physique puisse impliquer tout le monde dans son succès », ajoutant « C'est pourquoi, que ce soit les femmes, les minorités, les personnes de couleur, les vétérans, les communautés rurales amérindiennes, ainsi que les entreprises doivent pouvoir participer à tout cela ». Le sénateur Bernie Sanders a également soutenu le soi-disant plan d'infrastructure humaine de M. Biden, déclarant plus tôt ce mois-ci que l'infrastructure humaine signifie le logement. Plus fort encore, la sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand, a déclaré au début du mois que les congés payés, les services de garde d'enfants et les soins aux personnes comptent tous parmi les infrastructures. Quant à savoir qui va payer pour tout cela, M. Biden a indiqué des hausses d'impôts sur les riches. Les républicains sont également méfiants à ce sujet, affirmant que cela pourrait nuire à l'économie plutôt que de l'aider. Mais même sans le soutien des républicains, les démocrates peuvent se tourner à nouveau vers la réconciliation budgétaire. Biden espère entre-temps que le Congrès fera des progrès majeurs sur le projet d'infrastructure d'ici le Memorial Day et adoptera le projet de loi d'ici le 4 juillet. Affaire à suivre. Bien, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.